Bonjour et bienvenue pour le webinaire Livre Hebdo des éditions Thierry Magnier, Actes Sud Jeunesse, l'Eurowerk Jeunesse et Helium. Je suis Simon Roguet, c'est moi qui ferai la présentation de cette journée. Je viens de la librairie Lire et je suis ravi d'être ici pour vous présenter cette rentrée littéraire. Nous sommes présents aussi avec du public à Lyon dans la Villa Gilet. Alors justement, c'est l'occasion de faire un petit mot sur cette villa, parce que c'est un lieu assez important à Lyon. C'est un lieu qui présente depuis plusieurs années, qui est un vrai lieu des écritures contemporaines, où notamment 3 festivals autour du livre sont organisés. Il y a le Festival des idées, le Festival des littératures internationales, et puis ce qui nous concerne aussi un peu plus, le Festival Jeunesse. Vous le voyez sur les images, c'est un magnifique lieu aussi de rencontre, un petit parc. Donc merci beaucoup à la Villa Gilet de nous accueillir ici dans cette très belle salle. Merci également à tous ceux qui nous suivent sur le webinaire de Livre Hebdo. J'ai cru entendre que vous étiez plus de 1000 personnes à nous suivre, professionnels du livre, libraires, bibliothécaires, organisateurs de salons, auteurs, autrices. Voilà, ça nous fait vraiment très plaisir. Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir, vous également, à découvrir cette rentrée. Je vous signale aussi qu'il existe un chat sur ce webinaire, et donc si vous avez des questions à poser en direct, n'hésitez pas à les poser. Il y a des éditeurs, des éditrices qui seront présents à côté de l'ordinateur pour vous répondre en direct. Nous, on ne le fera pas à l'oral, mais par contre, vous pourrez échanger avec eux si vous avez des informations à demander sur les livres. Voilà, le programme est beau, mais il est chargé, donc on va essayer de rendre ça dynamique, et je vous propose tout de suite de commencer avec les éditions Helium. Et pour ceci, j'accueille Sophie Giraud. Bonjour Sophie. Bonjour. Directrice d'édition Helium. Et Léane Briet, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, tout le monde, la foule est en délire là, avec cette présentation. Déjà Sophie, je vais te laisser la parole pour une dizaine de secondes pour que tu présentes un petit peu cette rentrée rapidement. D'accord. Eh bien, merci d'abord à tous et toutes qui sont avec nous, soit par webinaire, soit qui ont partagé les très bons Chateaubriand. Voilà, donc j'ai un peu réfléchi en effet à la rentrée en me disant quelles étaient les lignes fortes, parce que c'est vrai qu'on choisit des livres et ensuite on essaye de voir quelle impression cela donne en les regardant tous. J'ai l'impression que cette année, on a insisté encore davantage sur finalement l'intelligence des enfants, c'est-à-dire leur capacité à prendre dans une proposition qu'on fait, à réfléchir, à prendre des idées, à peut-être poser des questions. Et donc ça, c'est une des pistes certainement de cette rentrée. Et puis l'autre élément important, je crois, c'est qu'on a beaucoup travaillé vers l'extérieur, c'est-à-dire c'est la rencontre avec le monde, avec les éditeurs étrangers, les auteurs étrangers, et c'est la rencontre aussi avec les autres. Et vous verrez que les thèmes de ces livres rejoignent véritablement cette idée-là. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le premier livre que vous avez sélectionné de mettre en avant, c'est Pauline et Marco. Léane, c'est vous qui allez nous en parler. Alors, Pauline et Marco, c'est le nouveau livre de Ralph Doumit qu'on avait déjà vu dans ce livre, qui avait été remarqué par les professionnels. Que fait-on quand il pleut? Notamment, il a vu le prix 1000 pages, il me semble, il y a quelques années. Et donc, on retrouve son écriture dans ce livre. Léane, vous nous faites un petit pitch peut-être de l'histoire? Oui. Alors... Depuis toujours, Marco rêve de venir d'un autre monde. Et depuis toujours, Pauline rêve de rencontrer un extraterrestre. Alors le jour où Marco publie une petite annonce dans le journal du coin en annonçant soucoupe volante bleue et orange perdue, Pauline ne peut s'empêcher d'y voir un signe. Et elle fait tout de suite le lien avec un article qui est paru 11 ans plus tôt et qui témoignait de l'atterrissage d'un ovni non loin de leur ville. C'est là-dessus que se base leur rencontre, sur ce quiproquo-là. Pour tous les deux, c'est trop beau. Pour Pauline, elle rencontre enfin un extraterrestre. Pour Marco, il est enfin un extraterrestre dans les yeux de quelqu'un. Sauf que très vite, les règles changent. D'abord, Marco commence à tomber amoureux de Pauline. Et puis ensuite, ils reçoivent des messages de menaces inquiétants qui les somment de se désintéresser des affaires de l'espace. Et soudain, Pauline disparaît. C'est sur cette disparition que s'ouvre le roman.
On retrouve d'ailleurs dans ce roman un peu, même si le roman est complètement différent que le premier que vous aviez édité, il y a à la fois la tendresse dans son écriture, enfin il y a quelque chose, je trouve, de très empathique dans son écriture, et en même temps le petit côté un peu policier, ou en tout cas intrigue qu'on va retrouver dans cette histoire-là. Les bouquins sont complètement différents, mais on reconnaît la patte, je trouve, de Ralph Doumet dans cette histoire. Oui, tout à fait. Je me suis demandé d'ailleurs comment j'allais parler de son style, et j'ai choisi de piquer un truc du père de Pauline dans le roman. Quand il parle de livres, il en parle toujours avec des mots de cuisine. Et là, je dirais que c'est un roman sucré-salé avec une petite touche d'iode pour le côté du passage à l'adolescence et des illusions qui vont avec. Mais un roman quand même surtout sucré. Je dirais un petit goût de carambole au miel. Vous savez, les caramboles, c'est ce petit fruit acidulé qui, quand on le coupe dans une assiette, ça fait une myriade d'étoiles. Et je trouve que c'est ça qu'on ressent avec Pauline et Marco, et grâce à Ralph Doumet, c'est en effet cette tendresse qui se dégage des personnages, qui choisit de définir avant tout par ce qu'ils aiment. Donc Pauline, elle est assez logique, assez cérébrale, elle aime bricoler. Marco, lui, il aime dessiner, il aime prendre des photos avec le petit appareil Polaroid que lui a offert sa mère pour son anniversaire. Et c'est cette tendresse-là, et en même temps... le côté, un rêve qui les anime, et donc l'enquête qui va se construire autour de ce rêve. Et Sophie, je voulais juste finir sur la présentation de ce livre-là, parce qu'on en a déjà bien parlé, sur la collaboration avec Charles Berberian. Vous m'expliquez qu'il y avait un lien très fort qui s'était créé entre les deux auteurs. Oui, alors en fait, Charles Berberian, on en a beaucoup entendu parler récemment avec son Éducation orientale, qui est un graphic novel qui raconte son histoire. Les deux auteurs ont ce lien commun qui est Beyrouth, qui est et c'est là où c'est un auteur. Il faut rappeler que Ralph Doumet habite. Voilà, Ralph Doumet est un franco-libanais et vit à Beyrouth. Et Charles, lui, a vécu toute son enfance à Beyrouth. Donc il y a quelque chose vraiment de commun entre eux. Ils se sont rencontrés au salon de Beyrouth et ils se sont revus régulièrement. Et il y a cet humour un petit peu nostalgique, un petit peu comme ça, qui transparaît à la fois dans les images et je trouve dans les images aussi du texte. Et les personnages sont toujours un peu doux, un peu doucereux comme ça. J'adore. En tout cas, c'est un livre qui donne envie. Et pour ceux qui ont le plaisir d'être ici, ce livre est dans vos sacs. Donc vous pourrez le découvrir en rentrant chez vous. On continue cette présentation avec un petit livre qui m'a fendu le cœur. Ça s'appelle L'étoile de mots de Yeonju Choi. Voilà. Je ne parle pas très bien le coréen. On ne se lance pas trop sur le coréen. Voilà. Désolé si la prononciation n'est pas très bonne. Et pour découvrir, avant d'en parler, cet univers, je vous propose de découvrir une petite vidéo. Alors Sophie, parlez-nous un peu de ce véritable coup de cœur que vous avez eu, qui depuis a été primé d'ailleurs à Bologne. On a envie de savoir comment vous l'avez déniché, ce petit trésor. En fait, l'idée de toujours introduire chez Helium des livres étrangers avec des pattes singulières, c'est le cas de le dire, ce petit chat, c'est une constante en fait. On essaye toujours d'aller chercher des choses nouvelles, mais là on n'a aucun mérite parce qu'en fait c'est l'éditeur At Noon Books qui m'a contacté au travers d'un agent et a dit qu'ils aimeraient être publiés chez Helium. C'est une vraie reconnaissance internationale. Mais par ailleurs, c'est vrai que c'est très réjouissant parce qu'en fait ils avaient beaucoup en tête que ce livre devait être
non seulement un livre charmant avec une très belle histoire, et on y reviendra, j'imagine, sur l'altérité, mais aussi l'idée que c'était un objet livre qui était très valorisant pour le petit lecteur. Un passage entre l'album et le roman, énormément d'images, un texte pas si long que ça, pas si difficile à lire. Mais pas si court non plus, parce que c'est vrai que quand on voit juste la couverture, on pourrait penser que c'est un album, et ce qu'on a vu aussi dans la petite vidéo peut nous faire penser ça, alors que non, c'est vraiment un livre dense avec plus de 150 pages, je crois. Oui, 176, oui, 160 utiles en fait, et ces pages sont vraiment tenues par un texte assez, pas forcément très long sur les doubles pages, et qui se lit de manière très fluide. Mais en même temps, il faut commencer à lire un peu comme une première lecture en réalité. Mais parce que ce sont des personnages assez tendres, assez irrésistibles en fait, on a envie de le lire aussi avec les petits. D'autant qu'il s'agit de la rencontre avec les autres, c'est un roman d'apprentissage. Pour résumer très rapidement, on suit Mo, qui est un jeune chat donc qui n'arrive pas à dormir, et puis au loin, il voit une espèce d'étoile souriante. Il se donne comme mission de la retrouver. Et donc, il va laisser un mot à ses parents, il part à l'aventure, et puis il va rencontrer, au fur de son aventure, plein de personnages avec lesquels il va grandir. Des personnages hyper sympathiques, empathiques, et puis d'autres un peu moins, mais qui vont le faire quand même grandir. Et c'est ce voyage en fait qu'on va découvrir avec lui. Il y a une magnifique tendresse dans ce roman, et il était important de le mettre en valeur aussi en tant qu'objet livre. Et l'objet livre est quand même magnifique avec ce petit... là, vous ne le voyez pas non plus, mais il y a une reliure toute toilée. Voilà, c'était un intérêt très important. Voilà, c'est une reliure toute toilée, il y a un marquage, donc il y a des choses qu'on touche avec les doigts et qui apparaissent, un petit chat, des petites pattes, des petites empreintes de pattes, etc. Et puis, il y a cette idée que tous ces personnages avertissent Mo qu'il y a un grand danger qui est l'ours. Et en fait, sans dévoiler grand-chose, il se trouve que cet ours est absolument irrésistible et charmant et gentil, et qu'il a juste un problème, c'est qu'il ne se lave pas les dents, donc c'est pour ça que les autres ne l'aiment pas. Donc voilà, donc Mo va finir par lui laver les dents et tout va rentrer dans l'ordre. Super, en tout cas ça fait du bien, c'est un livre qui fait vraiment du bien, et je vous invite vraiment à le découvrir dès qu'il sortira. Ça sort, je ne sais plus trop quand. Mais ça en septembre. Le 4 septembre, ça voilà. c'est tout à fait. Donc ça vient quand même assez vite. On continue avec de la douceur et un album cette fois-ci qui s'appelle Mère Nature. Alors on connaît très bien le talent de Julien Bert en tant qu'écrivain, et là on va découvrir aussi un nouvel illustrateur qui s'appelle Kim Torres. Mère Nature, c'est un album un peu philosophique mais surtout poétique qui met en scène une bande d'enfants qui vont découvrir tout type de jeu qu'on peut faire dans la nature. Léane, peut-être vous voulez nous dire quelques mots sur le texte de Julien Bert Oui, alors en effet, c'est un texte très poétique, un peu philosophique, puisque les premiers vers, les premières phrases, c'est « pas besoin de gens, pas besoin d'argent, pas besoin d'être le plus fort ni le plus intelligent pour ». Et là, s'en suivent toute une série d'actions dans la nature qui vont être effeuiller une marguerite, tresser une couronne de fleurs, faire la planche. Et en fait, ce texte est arrivé. Et c'est vrai que pendant un moment, avec Sophie, on s'est demandé à qui on allait le confier. Et en fait, Sophie racontera peut-être ensuite comment, mais on a commencé à travailler avec Kim Torres, qui nous a proposé d'incarner ce texte avec cette bande d'enfants un peu en autogestion, ce petit trop mignon avec son anorak jaune qui quitte pas son anorak jaune et ses bottes, même quand il saute dans l'eau, il garde ses bottes. Et c'est vrai qu'il y a une inspiration avec beaucoup de liberté. Lui a un peu l'influence du cinéma de Truffaut notamment. Et c'est ça qui nous a beaucoup plu tout de suite, c'est ça. Et le fait qu'il ait décidé qu'il s'échappait de la ville par un trou dans un grillage et qu'en fait, ils arrivent tout de suite en pleine nature et que là, ils vont vraiment profiter aussi du fait d'être ensemble, sans connexion, sans téléphone portable. Et donc, c'est le plaisir de retrouver l'instant présent. Et ça, dans le texte, c'est un peu opposé au consumérisme et à la nécessité de la performance qui est
constante dans notre société. Sophie, on évoquait le travail de Kim Torres. Racontez-nous un peu l'histoire de Comment cette ça s'est rencontre qui est passé? vraiment très chouette, ouais. En 2 mots. Bah, c'est vrai que oui, on cherchait en effet un illustrateur. Et puis à un moment donné, j'ai été contactée par l'Institut catalan qui en fait proposait une sorte de concours à des illustrateurs. Donc ils prenaient un certain nombre d'éditeurs étrangers, ils leur demandaient chacun d'avoir un projet et les illustrateurs pouvaient répondre à ce projet et voilà, proposer comment ils allaient traiter le livre ou la collection. Voilà. Et on a eu donc, je me suis dit, bah voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et ça a été absolument génial. Il y a eu des propositions très intéressantes, mais celui de Kim par la fantaisie de ses personnages, le côté, voilà, ce garçon qui a les cheveux très longs, le petit qui est tout le temps avec effectivement son ciré jaune, et l'idée de ce collectif autour de la nature, sans écran donc, et ben, ils jouent, ils sont ensemble, ils protègent les uns les autres, et il y a quelque chose d'extrêmement touchant. Et il a travaillé avec Léane et moi avec une grande liberté, puisqu'il a fait des peintures très grandes, il les a recommencées à foison jusqu'à obtenir l'image qu'il préférait. Et c'était vraiment un moment très exceptionnel, je trouve. Une très très belle découverte en tout cas, et je vous incite à découvrir cet album qui sortira lui en août, fin août, le 28 août. On va changer un petit peu d'ambiance, on va mettre un petit peu de gravité dans cette présentation. On en parlera tout de suite après. C'est un album lituanien qui s'appelle Le Petit Caillou de Marius Marcinkevičius et Inga Dagilé. Et on voit tout de suite une petite vidéo qui nous présente bien l'ambiance. C'était l'été 1943. Comme je voudrais m'envoler loin, là-bas, au-delà de la grande porte, vers la liberté. Papa l'avait franchi, mais il n'est pas revenu. Aucun ne revenait jamais. La liberté n'est pas au-delà de la grande porte, mais ici, dans le cœur. Rivka était la fille la plus courageuse du monde. Au théâtre, je craignais de ne pas réussir à jouer devant l'imposant Jacob, Aaron le rigolo, Isaac le cordonnier, mes tantes Tsila et Rachel, Samson le costaud, les jumeaux Blumenthal. Rivka était assise au 3e rang. Quand je me mets à jouer, ne reste plus qu'une lumière blanche éblouissante et la musique. Tout a commencé au printemps. Ces grands oiseaux sont arrivés en même temps que le vent tiède du sud et les abeilles. Des hommes en uniforme noir ont suivi. Pareils aux grands oiseaux, ils tournoyaient dans la ville en croassant dans leur drôle de langage rauque. Ce jour-là, nous avons aussi franchi la porte. « Maman, tu as vu comme ces feuilles sont jaunes ? Tout à fait comme mon cerf-volant. »« Oui, mon fils. » Elles avaient aussi la même couleur que l'étoile sur nos vêtements. Saison après saison, je sentais mon corps rapetisser avec le soleil et la pluie, devenir petit, dur et lisse, comme un caillou. Le Petit Caillou est une histoire qui s'est passée à Vilnius, mais elle aurait pu se produire n'importe où en Europe. La Seconde Guerre mondiale a été la plus grande de l'histoire de l'humanité. Des millions de personnes sont mortes, mais en Europe, c'est le peuple juif qui a le plus souffert, car a eu lieu une extermination systématique des Juifs, qu'on appelle l'Holocauste. Forcément, l'ambiance est un peu moins enjouée avec cet album. Sophie, pourquoi c'était important pour vous d'acheter cet album et de le proposer aujourd'hui ? C'est un album qui ravive le souvenir et surtout qui transmet une histoire d'une manière incarnée. Parce que l'éducation, elle est nécessaire sur la question de la Shoah. Et comment le rendre plus présente et plus réelle que de repartir de personnages. Donc en fait, ce livre, je l'attendais depuis longtemps. Je le cherchais finalement. Et puis, je suis tombée sur cet album qui
qui n'est qu'une immense à la fois douceur et évidemment tristesse, mais en même temps qui permet d'ouvrir le dialogue. Donc je crois qu'il faut de temps en temps repartir à la source de l'éducation, donner aux enfants de quoi comprendre, quelque chose dont ils entendent parler, mais dont ils ne sont pas toujours au courant. C'est un album qui du coup est un petit peu pas en décalage, mais en tout cas qui ouvre une nouvelle porte en fait chez les éditions Hélium, ou c'est vraiment l'envie sur ce moment-là de faire celui-là? Non, bon, déjà moi je pars de décision d'éditeur, donc c'est parce que j'ai trouvé ce livre exceptionnel. D'ailleurs, il a été le livre, le plus grand livre en Lituanie en 2020, jeunesse. Il a eu un prix, mais c'est aussi, il y a quelques années, j'avais publié Pour toi, qui était un livre où une petite fille recevait chez elle une petite fille qui arrivait de la guerre en Syrie. Donc il y a de temps en temps comme ça des livres qu'on essaie de faire qui racontent voilà, des histoires qui sont malheureusement ancrées dans la réalité. C'est vrai que chez Hélium, on a toujours tendance à faire des choses un peu rigolotes, un peu amusantes, mais là, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, je crois que le ton est parfaitement juste. Et d'ailleurs inspiré de faits effectivement réels et des histoires que Marius Marcinkiewicz a récoltées, et Inga Daguilé aussi. Donc voilà, ils ont retrouvé tous les personnages du ghetto, ils en ont fait des personnages du livre. Et puis c'est, je pense, un des premiers livres lituaniens aussi traduits en français. Enfin, il n'a pas dû y en avoir énormément. Donc oui, c'est alors aussi la découverte. En plus, c'est l'année de la Lituanie qui va démarrer à la fin de cette année. Donc à la fois le Salon de Troyes va les recevoir, à Montreuil aussi, je crois. Donc il va y avoir des choses autour de ce livre. Et puis j'espère que ça va être la possibilité de parler à plein de gens, à plein d'enfants qui n'ont pas forcément la connaissance de cette histoire, et de reporter les choses autrement, reparler des choses autrement, comme le font des femmes comme Ginette Kolinka qui vont voir les enfants et leur en parler. Moi, je me souviens très bien avoir vu en classe la belle-sœur de Simone Veil me montrer son bras parce qu'elle était venue nous parler. C'est indélébile, donc c'est le cas de le dire. Mon Dieu. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est un livre essentiel, et effectivement, vous le découvrez en le lisant, puisqu'on a vraiment eu juste un petit extrait. On est pris par les émotions, il y a vraiment quelque chose de très poignant, mais avec une certaine forme de douceur dans la narration quand même. Oui, parce que tout est raconté du point de vue de ce petit garçon, dont on ne sait pas s'il est sorti vivant, et puis à la fin, on s'aperçoit que sa grande amie est là et conserve son souvenir avec son caillou. Bon, après cette présentation, je pense qu'on a besoin un peu de retomber, de douceur et d'amour. Et pour ça, je crois que Benjamin Chaud est un peu l'auteur adéquat pour cela. Donc on va aller l'écouter, on va se taire et on va aller l'écouter, prendre un petit peu de bonheur. Bonjour, je suis Benjamin Chaud et je suis illustrateur. Ça fait maintenant 25 ans que je fais ce métier, mais on peut dire que ça fait bientôt 50 ans que je dessine tous les jours. Je viens de finir un nouvel album qui va paraître aux éditions Hélium, l'aventure de Pompon Ours, qui s'appellera Love Me Do. Parce que chaque titre de Pompon Ours fait référence à une chanson. Et que j'aime beaucoup les Beatles. Chaque nouveau pompon apporte ce qui arrive à notre moment de famille, en fait. Donc quand on a eu un deuxième enfant, Pompon Ours, il a eu un petit frère aussi. Et en effet, maintenant que mon fils a 13 ans, il s'émancipe et il s'éloigne de plus en plus.
Déjà que Pompon, il n'était pas très collé à ses parents, donc là, c'est une aventure avec juste lui. Ouais. Je me suis recentré sur le personnage et on reste dans la forêt avec des animaux parce que c'est son cadre de vie, en fait. Et là, j'avais envie de parler d'amour. Donc c'est pendant la saison des amours que ça se passe et il y a tous les animaux qui sont amoureux autour de lui, sauf lui. Et c'est quelque chose dont il ne se rend pas compte, mais qui lui manque. J'ai grandi dans une forêt. J'étais à la montagne, la dernière maison du village. Et dehors, c'était la forêt et la montagne. Et il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de route. Et je partais toute la journée avec mon chien. Et j'étais comme un enfant sauvage. Je me souviens, ma mère criait à table! Et ça résonnait dans toute la montagne et je descendais. Et après, avec toutes les histoires, les contes de fées, ça se passe souvent dans une forêt. La forêt, c'est l'étranger, c'est l'ailleurs, c'est le monde des rêves aussi, parce que ça peut aussi bien être magnifique qu'inquiétant. Et moi, j'essaye de toujours transformer mes décors en personnages aussi. Je ne fais pas des arbres juste parce qu'il n'y a rien, que ça serait bien s'il y avait des arbres. J'essaie de trouver des arbres qui peuvent être inquiétants, ou rigolos, ou bizarres, ou effrayants. De trouver des ambiances, en fait. Et pour celui-là, en effet, j'ai vraiment eu envie de faire un travelling qui monte, en fait, vers le ciel et de partir des racines, de ce qu'il y a dans le sol, dans les profondeurs, et de monter par les racines, l'intérieur du tronc, arriver un peu au milieu de l'arbre, les branches, les feuilles, les fleurs, et ce qu'il y a tout au sommet du sommet du sommet. Et je m'étais dessiné vraiment l'arbre en entier, en fait, qu'on ne voit pas, parce qu'il est beaucoup trop grand pour rentrer dans un livre comme ça, mais après j'ai découpé des tranches, et chaque tranche est une page. Ouais. Pour ce livre-là, avec Sophie Giraud, l'éditrice, on voulait qu'à la dernière page, l'arbre s'anime et sorte du livre encore, que ça rajoute quelque chose. Donc on a demandé à un ingénieur papier, Bernard Duzit, s'il pouvait imaginer quelque chose avec nous pour cette dernière page. Mais du coup, moi j'ai fait des crayonnés, on a échangé, il a fait des maquettes, pour que ça ne soit pas juste un gadget à la fin du livre, mais que aussi ce pop-up raconte la fin de l'histoire. En plus d'avoir un pop-up à la fin, dans le livre, on a des touches de brillant. On essaye que chaque livre soit différent quand même, qu'il y ait une ambiance colorée particulière. Et là, en fait, comme c'est une histoire d'amour et une poursuite amoureuse, le personnage qui va poursuivre a quelque chose de brillant sur elle. Et donc à un moment, lui, il a la tête qui tourne, il est perdu dans tout ce qui brille autour de lui. Et donc c'était que tout ce qui brille n'est pas forcément ce qu'on cherche, et qu'on soit perdu aussi dans le livre avec plein de petites brillances qui ne sont pas les bonnes brillances, pour finir dans les étoiles. Ben voilà, on a besoin un peu d'amour et de tendresse. Je pense que Benjamin, c'est l'auteur un peu idéal pour ça, Sophie. C'est bien de continuer l'aventure avec Benjamin Chaud. Ouais, c'est fantastique, et c'est les émotions des petits qui sont racontées depuis le début de ces livres, de ces grands formats. Et donc, en effet, à chaque émotion, chaque âge est raconté finalement. Et voilà, donc on arrive au bouquet final avec ce très beau livre qui va être, je crois, très beau aussi en fabrication. Oui, voilà, il y a une petite surprise quand même par rapport aux autres livres. Voilà. Il y a ce magnifique pop-up ouais. en fin de livre. Et puis ce doré, voilà, sur lequel on travaille en ce moment avec l'imprimeur pour que ça soit à chaque page plein de surprises visuelles. Toutes les parties en fait un peu jaunes, dont le titre évidemment, ça sera un doré brillant qui devrait être ouais, ça devrait donner quand même un livre assez cadeau pour la fin d'année. Et surtout, moi je voudrais quand même dire que son dessin est absolument exceptionnel. Là-dedans, il a tout donné, quoi. Donc je pense que c'est un 6e livre qui vaut vraiment la peine d'être découvert.
Et Benjamin est un des grands illustrateurs actuels. Mais ça, je crois qu'on en est tous conscients. Voilà. Et donc on l'aura sur les tables de librairie le 8 octobre. Après quelqu'un de reconnu par tous, eh ben, on avait envie de vous faire découvrir une jeune autrice illustratrice de grand talent. Elle s'appelle Caroline Gamon et elle signe chez vous Boucle d'or en chemin. Et on va tout de suite l'écouter pour une petite interview pour cet album vraiment spectaculaire. Vous allez voir, c'est un album à découpe et avec des illustrations à la peinture qui sont vraiment magnifiques. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Caroline Gamon, je suis peintre et illustratrice, je travaille à Strasbourg depuis 2009 et je collabore actuellement avec les éditions Helium pour un premier album qui s'appellera Boucle d'or en chemin. J'avais envie de m'approprier un personnage féminin qui fait partie des classiques de la littérature jeunesse. Je me suis pas mal inspirée de la version de Gerda Müller et Rosselli, de Boucle d'or. Et après, pour ce qui est de l'aspect graphique, j'ai vraiment plus puiser mes inspirations de côté des illustrateurs russes, et notamment Bojankowski, illustrateur russe dans les années 30-50. À partir du moment où j'ai travaillé avec les éditions Helium sur cet album, le projet a pas mal évolué puisque il s'agissait initialement d'un conte sans texte. Et là, on est vraiment revenu à l'essentiel en termes de construction narrative. On s'est vraiment recentré sur les éléments phares du conte initial de Boucle d'or. Et ça a permis de donner une tournure plus concrète au livre et plus brève et d'aller à l'essentiel, on va dire. Et ça permet aussi de rendre le livre plus accessible à tous. Côté technique, je travaille de façon traditionnelle. Je commence en général avec des crayonnés de très petite taille. J'utilise aussi pas mal le calque pour composer les images et agencer les différents éléments. Et une fois que mes images sont composées, je passe ensuite à la peinture. Donc là, j'ai étendu du papier. Et donc c'est ensuite peint à l'acrylique sur papier. Alors la forêt, c'est un personnage presque à part entière pour moi. Et il y a un travail sur l'idée du regard, parce que la forêt la regarde autant que le lecteur regarde le personnage de Boucle d'or. Boucle d'or n'a pas toujours conscience qu'elle est entourée d'animaux autour d'elle. Et voilà, j'aimais bien cette idée que le personnage ignore une partie de son parcours, mais que le lecteur en sait peut-être plus sur sa propre vie qu'elle-même. Donc sur ce qu'elle a traversé. C'est une satisfaction déjà que ça devienne quelque chose de concret, mais j'ai hâte de voir l'objet, d'avoir l'objet entre les mains et puis de pouvoir le partager en effet avec les jeunes lecteurs. Voilà. Voici donc Caroline Gamon. Sophie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rencontre et de la découverte en fait de cette jeune autrice ? Alors oui, Caroline, en fait, c'est pas une très jeune illustratrice. Enfin, je veux dire par là qu'elle a fait une école d'art il y a très longtemps à Strasbourg, école d'illustration. Et puis, elle a fait un livre en 2022, je crois. Et puis, c'est vrai que son travail ne s'est pas porté immédiatement sur le livre. Elle a beaucoup fait d'animation, etc. et de peinture. Et elle dit que ce projet Boucle d'or, elle l'a véritablement mûri pendant 14 ans. C'est donc un livre terriblement personnel. Et en fait, ce qui change par rapport aux Boucles d'or qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment l'accent qui est mis sur ce parcours dans la forêt, parcours initiatique. Oui, parce que finalement, elle garde la trame, mais vraiment lointaine du conte Boucle d'or, pour vraiment refaire une interprétation graphique. Elle l'a dit au début, il n'y avait même pas de texte, et presque métrique dans l'approche même du jeu, même des découpes, de choses ça. Oui, alors il y a beaucoup le conte 3, on compte 3 fois la forêt, 3 fois ensuite les bols, 3 fois, etc. Donc il y a quand même cette métrique qui revient, effectivement, qui est donc une métrique qui donne une espèce de structure narrative aussi, et une structure graphique. Mais il y a aussi cette idée que l'apprentissage, il se fait un peu éloigné des parents. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on entend toujours la mère en voix de fond, mais on a toujours la possibilité pour cette petite fille et pour le lecteur, donc, de se perdre dans cette forêt, d'apprendre par lui-même.
Et donc c'est en ça que ce conte a une vision tout à fait particulière. Et je trouve intéressante à un moment où les parents sont souvent très protecteurs des enfants. Et ce moment aussi où il y a le danger, le risque, on essaye de l'éviter au maximum quand on est parent, mais en même temps, c'est le moment de l'apprentissage. Oui, puis même la fin est un peu raccourcie. Normalement, dans les boucles d'or, les 3 ours prennent beaucoup d'importance. Et là, finalement, non. C'est tout le chemin qu'elle fait elle-même, en fait. Oui, les 3 ours, ils sont dans la forêt, c'est des animaux d'aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est qu'ils ne rentrent pas véritablement dans la vie de la petite fille. En revanche, elle revient et elle a grandi. Et donc, c'est là où il y a une surprise finale très belle. Et puis, je voudrais parler de cette peinture, que le fait de travailler avec cette peinture acrylique, d'y travailler comme un peu, on pourrait penser à Françoise Petrovitch, des gens comme ça, avec beaucoup de modelés, avec beaucoup de couleurs qui varient entre des couleurs très vives et des couleurs très en demi-teinte, ça donne à ce livre beaucoup de raffinement. Et on parlait des points communs, je me rends compte qu'il y a la forêt dans cette rentrée, c'est cette forêt qui revient dans beaucoup de livres, et c'est pas à mon avis anodin après tout ce qu'on sait sur l'écologie. Et en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti à sa lecture, c'est qu'il y a une extrême maîtrise. Et c'est pour ça que pour un premier album, même si ça n'en est pas vraiment, parce qu'elle a un long chemin d'illustratrice et d'artiste, elle aussi. C'est à la mesure. Il y a une énorme maîtrise. De son chemin à elle, je pense, en tant qu'autrice, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas donner quelque chose avant d'en être vraiment sûre. Et même le texte. Le texte est hyper concis, et vous le verrez en le découvrant. Il est simple, efficace, il va droit au but. Voilà, et c'est très juste, très sonnant, très amusant à lire aussi, avec une espèce de répétition. Un très bel album. Voilà. Merci Sophie. Et on va terminer cette présentation effectivement pour les éditions Helium avec une version inclusive des contes classiques proposés dans cet album par Hélène Combis et Adley. Ça s'appelle Barbe-Belle et autres contes pour toutes et tous. Léane, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est vrai que Hélène Combis, quand elle est devenue mère, il y a la question de la transmission qui s'est posée. Et les contes avaient beaucoup marqué son enfance, donc il y avait quelque chose de naturel à les transmettre à son tour. Sauf qu'en fait, ils sont pleins de biais qui correspondent plus trop à la société d'aujourd'hui et à ce qu'elle avait envie de présenter à sa fille, y compris en termes de modèles et d'horizons possibles. Donc elle a décidé de les réécrire pour leur apporter un nouveau souffle, ce qui est pas inédit non plus avec les contes, puisqu'on se réfère souvent aux versions écrites qu'on connaît, mais avant, elles avaient déjà été revisitées 1000 fois. Elle s'inscrit dans la transmission des contes qui, de toute façon, a évolué au cours des époques, finalement. Alors justement, on a quand même eu ces dernières années pas mal de revisites comme ça de contes classiques. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec le travail d'Hélène Combis, c'est qu'elle n'avait pas qu'un axe de revisite. Je ne sais pas si on dit ce mot, mais en tout cas, il n'est pas très beau ce mot, mais c'est pas grave. Il y a eu beaucoup la visite féministe en fait des contes. Elle va beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus large. Je trouve sa façon de réinterpréter les contes, c'est aussi réinventer des héros un petit peu et des héroïnes nouvelles. Oui, exactement. Alors, il y a toujours le côté merveilleux qui est très important dans le conte et qu'elle arrive à porter parce que elle garde tout ce pan-là. Mais elle a, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a La Belle au consentement. Donc on sent l'humour qui est très important aussi dans ces contes dès le titre de certains. Et dans La Belle au consentement, on va avoir des fées qui sont en grève et qui refusent d'aller doter la nouvelle-née parce qu'elles ne sont pas aussi bien payées que les fées étaux. Il y a la princesse qui, elle, refuse ce destin tout tracé par ses parents qui ne veulent pas qu'elle s'approche d'une porte parce qu'il y a la malédiction qu'elle pourrait se coincer le doigt dedans. Donc elle s'enfuit en faisant semblant qu'elle est endormie et du coup elle rencontre des copains, elle devient anti-monarchiste. Donc il y a plein de valeurs comme ça différentes avec toujours cette base commune et donc cette filiation.
Et on a aussi la question du handisport, par exemple, qui est abordée, la question du genre, la question de différents types d'amour aussi, qui est important. Et voilà. On sent qu'il y a eu un grand plaisir aussi dans son écriture. Vous parliez d'humour, ça se ressent vraiment à la lecture. C'est qu'il y a un ton, il y a un rythme aussi dans ses contes qui sont assez enjoués, quoi. On n'est pas complètement dans un discours militant qu'on peut trouver dans certains travaux sur les contes. Là, il y a aussi un vrai plaisir de lecture qui est gardé, comme le conte traditionnel. Oui, tout à fait. C'est ce qui est très agréable dans son écriture, c'est que donc on retrouve cette facture classique qui donne un fil rouge, mais en même temps, c'est très facétieux. Donc c'est à la fois ambitieux, parce que c'est par exemple des petits jeux de mots un peu décalés, avec un langage plus contemporain qui va surgir soudain et qui fait la drôlerie de l'ensemble. C'est très référencé. Et en même temps, il y a ce côté très accessible qui nous a beaucoup séduite aussi. Et Sophie, pour finir sur cet album, il y a aussi le travail d'Adley. Et je trouve que ce qu'on a dit sur le texte est complètement vrai pour le travail d'Adley. On garde la culture du conte, en tout cas l'origine du conte, tout en y mettant une certaine forme de modernité. Oui, on garde l'idée d'un livre somptueux dans son dessin, somptueux et magique, comme on le disait tout à l'heure sur le texte. Et en même temps, Adley, qui est donc c'est son premier véritable livre en tant qu'autrice, illustratrice, enfin plutôt en tant qu'illustratrice dans une maison un peu plus importante, parce qu'elle a fait des choses plutôt dans des maisons de bande dessinée. Voilà. Un très beau Gilgamesh. Voilà, exactement. Et là, elle travaille vraiment ses personnages, alors avec des références culturelles et avec toutes ces matières, tous ces motifs, ces frises, ce côté un peu enluminure, mais aussi des dessins plus contemporains. Et à l'intérieur, on regarde, et il y a toujours des petits détails rigolos. Les femmes ont des poils sur les jambes. En même temps, la très belle princesse au gros potiron, elle dort comme un poids mort sur une tonne de légumes. Enfin, voilà, il y a toujours des tas de choses qu'on voit dans l'image et qui se superposent à cette écriture subtile et jamais caricaturale, cette écriture vraiment littéraire, contemporaine du conte, avec des beaux héros et héroïnes. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Ouais, on s'était juste dit qu'on finirait en vous souhaitant de vivre très heureux, très longtemps, et la même chose pour vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Dans un monde maintenu grâce à l'écologie le plus vivant possible. Voilà, merci. Merci Sophie, beaucoup. Merci Léane. On va juste changer de plateau pour accueillir les éditions du Rouergue Jeunesse. Donc restez bien avec nous, ceux qui écoutaient le webinaire. On fait le changement de plateau et on revient dans 1 minute 30.